Au cœur de la péninsule arabique, là où le soleil blanchit la terre et où l'horizon tremble sous une brume brûlante, se trouve le plus grand désert de sable du monde. Son nom résonne comme une phrase et une promesse. Roub al-Khali, le quart vide. C'est un royaume de silence, un océan de dunes mouvantes, où le vent est le seul sculpteur et où le temps semble figé dans l'éternité. Ici, de rares caravanes bédouines ont tracé leur chemin invisible pendant des siècles, et autour des feux de camps nocturnes, sous une voûte étoilée, des histoires se transmettent de bouche à oreille. Des histoires de djinns, d'oasis perdues, et d'une ville fantôme dont le nom est prononcé avec crainte et respect. Son nom est Ubar. En Occident, on la surnommait l'Atlantide des sables. Cette comparaison n'était pas fortuite. À l'instar de l'île mythique de Platon engloutie par la mer, Ubar était une civilisation qui disparut soudainement et complètement, rayée de la surface de la terre, non par les eaux, mais par le sable dévorant. La légende racontait qu'elle n'était pas seulement une cité, mais un paradis au cœur de l'enfer, une perle du désert dont les richesses dépassaient toute imagination. Le fil de cette légende est intimement lié aux textes sacrés et aux traditions ancestrales. Le Coran relate l'histoire du peuple d'Ad et de leur cité, Hiram, ornée de colonnes. Peuple d'une stature gigantesque et d'une force prodigieuse, ils étaient de grands bâtisseurs qui érigèrent en plein désert une ville sans pareille. Leur orgueil était à la mesure de leur tour. Ils se complaisaient dans leur puissance et leur luxe et adoraient des idoles, oubliant le Dieu unique. Le prophète Hud leur fut envoyé pour les ramener à la raison, mais ils se moquèrent de lui, confiant en leur invincibilité. Alors la colère du ciel s'abattit sur la cité. Son châtiment ne fut ni le feu, ni les inondations, mais son éternel compagnon, le vent. Pendant 7 nuits et 8 jours, un ouragan glacial et rugissant fit rage, arrachant la peau des os, soulevant hommes et chameaux comme des feuilles mortes. Lorsque la tempête se calma, il ne restait plus rien à la place d'Hiram, autrefois florissante, que des dunes silencieuses. La grande cité fut ensevelie vivante, maudite et livrée au sable pour l'éternité. Cette histoire devint un avertissement, un puissant symbole du châtiment divin infligé à l'orgueil humain. Mais pour beaucoup, elle était bien plus qu'une simple parabole. Les Bédouins, dont les ancêtres avaient été témoins de l'ascension et de la chute de la ville, croyaient que ces ruines gisaient encore quelque part sous les sables du Roub al-Khali. Ils en parlaient comme d'un lieu hanté par les fantômes de ses habitants pécheurs, un lieu où l'on pouvait trouver des trésors inestimables, mais aussi une mort certaine. Des voyageurs égarés racontaient qu'à l'aube, lorsque la lumière et l'ombre jouaient avec les dunes, un mirage apparaissait à l'horizon. Les contours de hautes tours et de remparts qui s'estompaient à mesure qu'on s'approchait. Qu'est-ce qui a alimenté cette légende ? Comment expliquer une telle oasis de richesse dans un lieu si impitoyable ? La réponse se cachait dans un parfum plus précieux encore que l'or dans le monde antique, l'encens. Une résine précieuse qui suinte d'humbles arbres poussant uniquement dans les montagnes du Dhofar, au sud de l'Arabie. Cette fumée odorante était brûlée dans les temples, de Rome à la Perse, utilisée pour embaumer les pharaons en médecine et lors des banquets des nobles. La route empruntée par les caravanes de chameaux transportant cette denrée inestimable vers le nord, jusqu'au port de la Méditerranée et au marché de Mésopotamie, était connue sous le nom de route de l'encens. Et Ubar, selon la légende, était le principal carrefour de cette route. Bien plus qu'une simple étape,
C'était une puissante cité-forteresse qui contrôlait le commerce. Les caravanes y affluaient, les impôts y étaient perçus et l'eau, la ressource la plus précieuse du désert, jaillissait du sol. La légende dépeignait une ville aux murs blancs, aux jardins où chantaient des oiseaux exotiques et aux marchés regorgeant de soieries, d'épices et de pierres précieuses. La richesse du bar était telle qu'elle permettait à ses habitants de vivre dans un luxe et une opulence inimaginables dans le rude monde désertique. Ils avaient bâti leur propre paradis sur terre, mais, comme le veut la légende, ils avaient oublié le ciel. Au début du XXe siècle, les murmures du désert parvinrent aux oreilles des explorateurs et aventuriers occidentaux. Des figures telles que Bertrand Thomas, le premier Européen à franchir le Rub al-Khali, et le célèbre Laurence d'Arabie, entendirent ces récits de leur guide bédouin. Laurence était fasciné, rêvant de découvrir cette Atlantide des sables, y voyant la clé de la compréhension de l'histoire antique de l'Arabie. Mais le désert garda trop bien son secret. Ces vastes étendues, l'absence de repères et les dunes mouvantes et incessantes, capables d'engloutir toute trace en une nuit, rendirent la recherche pratiquement impossible. Pour les historiens et archéologues sérieux, Oubar demeurait un simple mythe, une version arabe d'Eldorado. Aucune carte, aucune indication précise, seulement de vagues allusions dans les textes anciens et le folklore. Une cité bâtie par arrogance et ensevelie par le vent. Un conte qu'on se racontait autour d'un feu de camp pour tromper l'ennui de la nuit et se rappeler la fugacité de toute chose terrestre. Et pourtant, la légende persistait. Tel un mirage dans le désert, elle promettait de résoudre l'un des plus grands mystères de l'Antiquité. Elle soulevait des questions sans réponse. Une telle civilisation pouvait-elle réellement exister au cœur du Rub al-Khali? L'histoire du peuple d'Ad n'était-elle qu'une métaphore, ou puisait-elle son origine dans une véritable catastrophe historique? Et si Oubar existait, où pouvait-on la trouver? Pendant des siècles, les sables du Rub al-Khali ont gardé le secret. Ils étaient à la fois le berceau et le tombeau de l'Atlantide des sables. Mais à la fin du XXe siècle, de nouvelles technologies ont émergé, de nouveaux yeux capables de percer le voile du temps et du sable. Une légende qui semblait éternelle était sur le point d'ouvrir son chapitre final. Un récit d'orgueil, de richesse et de ruine allait passer du mythe à l'histoire. La quête de la cité perdue d'Ubar avait commencé. Avant qu'Ubar ne devienne un point sur une carte satellite, avant que son nom ne résonne dans les salles des sociétés géographiques, elle était un écho, un murmure dans l'éternité. C'était une idée, une légende, gravée non pas dans la pierre, mais dans l'âme même du désert. Son nom était Hiram, Hiram aux 1000 colonnes. Pour des centaines de millions de personnes à travers le monde, ce nom est bien plus qu'un simple toponyme. C'est un symbole sacré, un avertissement inscrit dans les pages du Coran. Dans la sourate Al-Fajr, l'aurore, une question rhétorique saisissante résonne à travers les siècles. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens d'Ad, les gens d'Hiram, qui possédaient des piliers dont on ne trouve nulle part ailleurs l'équivalent? Ces quelques lignes renferment une épopée entière. Les Adites, un peuple ancien et puissant, que l'on disait descendant de géants. Ils n'étaient pas seulement des bâtisseurs, mais des architectes de l'inimaginable, défiant les cieux eux-mêmes. Leur cité, Hiram, était le couronnement de la création, un miracle sans égal sur terre. Le Coran parle de piliers, et ce mot a stimulé l'imagination des théologiens, des poètes et des mystiques pendant 15 siècles. S'agissait-il de colonnes littérales soutenant le firmament?
ou d'une métaphore de la puissance invincible et de la fierté du peuple qui les a créés. Selon la légende, les Hadites étaient si habiles que leur richesse et leur pouvoir semblaient illimités. Ils bâtissaient des tours si hautes que, du haut de leur cime, croyaient-ils, on pouvait toucher les étoiles. Ils vivaient dans le luxe, leur puissance était incontestable, et le plus dangereux des maux, l'orgueil, s'insinua dans leur cœur. Ils se mirent à vénérer des idoles, oubliant le Dieu unique. Ils croyaient que leur génie technique et leur puissance militaire les rendaient invulnérables, éternels. Le prophète Hud leur fut envoyé, les appelant à la raison, à revenir à la vraie foi et à abandonner leur arrogance. Il leur dit : « Ô mon peuple, adorez Allah, car vous n'avez de divinité que lui. » Mais les habitants d'Ad se contentèrent de rire. Ils montrèrent leurs édifices grandioses et dirent : « Qui peut nous surpasser en force ?» Leurs cœurs s'endurcirent et leur défi lancé au ciel devint trop retentissant pour rester sans réponse. Puis vint le châtiment. Non pas le feu, non pas un déluge, mais ce qui était l'essence même du désert, le vent. Mais ce n'était pas un vent ordinaire. Le Coran le décrit comme un ouragan féroce et rugissant, une tornade glacée qui fit rage sans relâche pendant 7 nuits et 8 jours. Ce vent arrachait les hommes de leur terre comme des troncs de palmiers déracinés. Il soulevait des tonnes de sable, plongeant le jour dans une nuit d'encre. Le sable, source de leur richesse, devint leur bourreau. Elle déferla sur les rues d'Iram, hurlant entre ses colonnes légendaires. Elle arracha les dorures des palais, brisa les dalles de marbre et commença finalement à ensevelir la ville sous ses propres eaux. Les habitants, réfugiés dans leurs forteresses imprenables, se retrouvèrent piégés dans leurs tombeaux. Lorsque la tempête se calma, il ne restait plus rien de la plus grande ville du monde. Seulement une mer infinie de dunes ondulantes sous laquelle Hiram, ses fiers habitants et leurs innombrables trésors gisaient à jamais enfouis. La ville fut rayée de la surface de la terre aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Ce récit, laconique et terrifiant dans sa simplicité, s'est enrichi au fil du temps de détails incroyables dans la tradition islamique et le folklore arabe. La figure de Shaddad, fils d'Ad, a émergé, un roi dont l'orgueil démesuré dépassait toute limite. Lorsque le prophète Hud lui parla des jardins du paradis promis aux justes, Shaddad éclata de rire et déclara qu'il bâtirait son propre paradis sur terre, un paradis qui surpasserait celui des cieux. Il entreprit donc la construction. Des légendes semblables à celles des 1001 nuits décrivent ce paradis terrestre. Les murailles de la cité étaient d'or et d'argent. Les colonnes étaient de chrysolite et de saphir. Des perles et des rubis jonchaient les rues, remplaçant le gravier. Les arbres des jardins étaient faits de métaux précieux et leurs fruits de pierres précieuses. Des rivières coulaient à travers des lits parsemés de musc et d'ambre gris. Il ne s'agissait pas d'une simple démonstration de richesse, mais d'un acte de blasphème suprême, la tentative d'un mortel de recréer ce que seul le Créateur pouvait concevoir. Une fois la construction achevée, Shaddad réunit sa cour et se mit en route pour contempler son œuvre. Mais alors que son cortège approchait des portes d'Hiram, un grondement assourdissant retentit des cieux, et tous, y compris le roi lui-même, tombèrent raides morts. Jamais âme qui vive ne foula le sol de cette cité de vanité. Le désert se referma sur elle, et le paradis de Shaddad, comme tout Hiram, disparut, caché aux yeux des hommes. Ainsi, Hiram au pilier devint un mythe. Elle devint l'Atlantide arabe, l'Atlantide des sables. Pour les Bédouins traversant le grand désert,
C'était une ville fantôme, parfois visible dans la brume à l'horizon, mais inaccessible. On racontait des histoires à son sujet autour des feux de camp, sous les étoiles, mettant en garde contre l'orgueil et rappelant la fragilité de toute chose terrestre. La cité devint synonyme de paradis perdu et de châtiment divin. Pendant des siècles, Hiram n'a existé que dans ses textes et légendes. Pour le monde occidental, ce n'était rien de plus qu'un conte exotique, une belle allégorie de l'ascension et de la chute. Personne ne la recherchait sérieusement. Après tout, comment trouver un lieu qui est plus un avertissement qu'une réalité? Comment trouver une cité délibérément effacée de la surface de la terre et dissimulée sous un voile impénétrable de sable et de temps? Et si la légende n'était pas fiction, mais un souvenir déformé? Et si les textes sacrés et les récits anciens recelaient une histoire véritable? Et si les piliers évoqués dans le Coran n'étaient pas qu'une image poétique, mais une clé réelle et tangible qui pourrait mener au dénouement du plus grand mystère d'Arabie? La question demeurait. L'Hiram n'était-elle qu'un fantôme du passé, ou avait-elle patiemment attendu son heure sous les dunes, prête à révéler au monde son histoire tragique et majestueuse? Au cœur même de l'Arabie, là où les sables du Roub al-Khali se confondent avec le ciel brûlant, vivait une légende. La légende d'une cité si riche que ses tours étaient ornées d'ivoire et ses rues pavées d'or. L'histoire d'une civilisation punie pour son orgueil et engloutie par le désert du jour au lendemain. Son nom se murmurait chaque soir autour des feux de camp des Bédouins et se retrouvait dans des textes anciens. Son nom était Ubar, l'Atlantide des sables. Pendant des siècles, Ubar n'était guère plus qu'un mythe, un récit à la fois terrifiant et admiratif. Mais à l'aube du XXe siècle, à l'ère des grands aventuriers et des dernières terres inexplorées, le mythe trouva ses poursuivants. Et le premier à lui insuffler une nouvelle vie fut un homme dont le nom même devint une légende. Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Pour Lawrence, officier britannique épris du désert et de ses habitants, Ubar était bien plus qu'un simple mystère archéologique. C'était la clé de l'âme de l'Arabie. Lawrence ne la voyait pas comme de simples ruines, mais comme la source même de la culture arabe, le berceau d'une civilisation antérieure à l'islam et dont la grandeur nourrissait la fierté des tribus avec lesquelles il avait combattu à ses côtés. Dans ses lettres et ses carnets, il surnommait Ubar l'Atlantide des sables, rêvant de mener un jour une expédition pour restituer ce trésor perdu au monde. La grande révolte arabe et les tourments de l'histoire mondiale empêchèrent son rêve de se réaliser, mais il avait semé une graine, et cette graine était prête à germer dans le sol le plus inhospitalier de la planète. Le fantôme de Lawrence et son insatiable soif de découverte ont hanté la génération suivante d'explorateurs. Le premier à oser suivre ses traces jusqu'au cœur même du désert fut le diplomate et explorateur britannique Bertram Thomas. En 1931, il accomplit l'impensable. Il devint le premier Européen à traverser le grand désert du Roub al-Khali, le quart vide. Ce fut un voyage aux enfers. Des jours baignés d'un soleil aveuglant, des nuits glaciales. Une mer infinie de dunes, où l'horizon n'était qu'un mirage scintillant et où seul le sifflement du vent se faisait entendre. Mais c'est là, en compagnie de ses guides bédouins, que Thomas entendit quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Au coin du feu, les anciens lui parlèrent des routes d'Ubar. Ils affirmèrent que les anciens chemins existaient encore, enfouis sous le sable, et menaient à l'emplacement d'une cité de riches pervers, détruite par la colère d'Allah. Ils la décrivirent comme une cité d'or rouge, un centre du commerce de l'encens,
dont le parfum était jadis plus précieux que les métaux précieux. Thomas dévorait chaque mot, reportant sur les cartes les routes des caravanes et l'emplacement des puits. Il n'avait pas trouvé la cité, mais il avait trouvé son écho, son ombre, imprimé dans la tradition orale du désert. Il avait prouvé qu'Ubar n'était pas qu'une légende. Thomas fut suivi dans le Rub al Khali par son rival et successeur, Harry St. John Philby. Excentrique, brillant et obsessionnel, Philby consacra sa vie à la recherche d'Ubar. Plus méthodique et mieux préparé que Thomas, il étudia des cartes anciennes, compara les textes de Ptolémée aux récits bédouins et se croyait capable de localiser la cité avec une précision mathématique. Pendant des années, Philby a sillonné le désert. Il a enduré des épreuves inimaginables, risqué sa vie, animé par un seul but. Et puis, un jour, la chance lui a souri. En 1932, suivant d'anciens sentiers, il est tombé sur des ruines à un endroit qu'il a identifié comme étant Ubar. C'étaient les vestiges d'une ancienne forteresse entourée des ruines d'une vaste agglomération. Philby était fou de joie. Il a aussitôt annoncé au monde entier qu'il avait trouvé la cité légendaire. Son triomphe fut retentissant, mais son triomphe fut prématuré. Des recherches plus approfondies révélèrent que les ruines qu'il avait découvertes, bien qu'anciennes et importantes, n'étaient pas l'Ubar de la légende. Il s'agissait simplement d'un caravansérail parmi tant d'autres le long de la route de l'encens. La découverte était certes significative, mais elle n'était pas la perle rare qu'il cherchait. La grande Atlantide des sables lui échappait encore, enfouie sous des millions de tonnes de sable. Pour Philby, ce fut une amère déception, mais sa quête, comme celle de Thomas, n'avait pas été vaine. Ils avaient cartographié de vastes territoires inexplorés et recueilli des informations inestimables. Ils avaient esquissé les contours d'un mystère, même s'ils n'en avaient pas percé le secret. Après Philby, le calme revint. Le monde fut secoué par les guerres et les révolutions. L'époque des explorateurs solitaires à dos de chameau s'estompait. Des plateformes pétrolières surgirent, là où n'étaient jadis que des dunes. La légende d'Ubar redevint une simple légende, une page poussiéreuse dans les livres d'aventuriers courageux, mais malheureux. Le désert semblait avoir triomphé, enfouissant à jamais son secret. Mais le rêve, semé par Laurence et nourri par l'obsession de Thomas et Philby, ne s'éteignit pas. Il demeura simplement en sommeil, attendant son heure. Il attendait une nouvelle génération de chercheurs, armés non seulement de boussoles et de courage, mais aussi d'une technologie inimaginable pour leurs prédécesseurs. Chacun d'eux laissa sa propre carte, son propre journal, sa propre trace dans le sable du temps. Sans le savoir, ils ouvrirent la voie à une découverte qui ne deviendrait possible que lorsque l'homme apprendrait à observer la Terre depuis les étoiles. Leurs échecs n'étaient qu'un prologue. Le chapitre le plus important de l'histoire de la recherche d'Ubar restait à écrire. Au début des années 1980, les recherches d'Ubar étaient au point mort. Les dunes infinies du Rub al Khali, le grand désert, gardaient eux leur secret avec la ténacité d'un sphinx. Les expéditions, guidées par d'anciennes cartes et des récits bédouins, revenaient bredouilles. Le sable balayé par le vent remodelait le paysage plus vite qu'on ne pouvait le cartographier. La cité semblait avoir disparu à jamais, engloutie dans un océan de sable silencieux, et toute tentative pour la retrouver revenait à chercher un grain de sable sur une plage infinie. L'espoir s'évanouissait comme un mirage dans la chaleur accablante. Mais alors que les méthodes traditionnelles s'étaient épuisées, une solution émergea non pas des manuscrits anciens, mais de l'avenir.
Elle naquit dans l'esprit d'un homme qui n'était ni archéologue, ni historien au sens strict du terme. Il s'appelait Nicholas Clapp et c'était un documentariste passionné d'histoire et fasciné par la légende de l'Atlantide des sables. Clapp avait compris le problème fondamental. Les chercheurs scrutaient le désert sans pouvoir voir au-delà. Ils étaient enracinés dans la terre alors que la clé du mystère se trouvait peut-être au-delà, au sens propre. L'idée de Clapp était à la fois simple et géniale, presque fantastique. Et si l'on pouvait observer la péninsule arabique depuis l'espace? Et si l'on utilisait une technologie capable de percer le voile du temps qui dissimule les traces des civilisations anciennes? Il s'adressa au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, véritable cœur du programme spatial américain. Son idée suscita d'abord du scepticisme. Partir à la recherche d'une cité mythique grâce à la technologie spatiale? Cela ressemblait davantage au scénario d'un film de science-fiction qu'à un projet scientifique sérieux. Cependant, Clapp eut de la chance. Il rencontra le docteur Ronald Blum, un géologue de la NASA qui perçut une opportunité unique dans cette idée audacieuse. La NASA venait d'acquérir un instrument révolutionnaire, le radar imageur spatial, ou SIR. Cet instrument, installé à bord de la navette spatiale Challenger, possédait une capacité presque mystique. Contrairement aux appareils photo classiques, qui n'enregistrent que la lumière visible émise par la surface, le SIR transmettait des micro-ondes vers la Terre. Dans la plupart des régions de la planète, le sol humide et la végétation absorbaient ou réfléchissaient ces ondes. Mais dans les déserts les plus arides du monde, comme le Rub al-Khali, un miracle se produisait. Le sable sec et meuble était pratiquement transparent aux micro-ondes. Le radar pouvait sonder le sous-sol, pénétrer le sable jusqu'à plusieurs mètres de profondeur et voir ce qui se cachait en dessous. Des couches denses de sol, la roche-mère, des lits de rivières asséchés et des traces d'activité humaine. C'était l'instrument idéal pour le lieu idéal. Une équipe comprenant Clapp, Blum et d'autres scientifiques se mit au travail. Ils demandèrent des images de la région où, selon leurs calculs basés sur d'anciennes routes commerciales, Ubar pourrait se situer. La navette spatiale Challenger, lors de sa mission de 1984, survola le sud de l'Arabie et posa son regard invisible sur le désert. Lorsque les données traitées arrivèrent sur les bureaux des scientifiques, un silence empreint de respect s'installa. C'était comme révéler une photographie ancienne, perdue depuis longtemps. Les écrans ne dévoilaient pas l'image d'une ville autour et aux remparts. Au contraire, quelque chose de bien plus fondamental se révélait. De fines lignes, presque fantomatiques, invisibles à l'œil nu sur Terre, sillonnaient le désert telles d'anciennes veines à la surface de la planète. C'étaient elles, les routes des caravanes, des milliers, des dizaines de milliers de chameaux chargés d'encens précieux avaient parcouru ces mêmes routes pendant des siècles. Leurs sabots, pas à pas, année après année, millénaire après millénaire, avaient compacté le sol sous le sable, laissant une cicatrice indélébile sur la structure géologique du désert. Le sable dissimulait ces traces, mais ne pouvait les effacer complètement. Le radar de la NASA avait accompli l'impossible. Il avait révélé cette carte cachée du monde antique. Ce fut une découverte comparable au déchiffrement de la pierre de Rosette. Les scientifiques découvraient désormais non seulement un désert, mais tout un réseau de transport, le système circulatoire d'une civilisation antique. Des lignes rayonnaient des ports côtiers et s'étendaient vers l'intérieur des terres. Clapp et son équipe suivirent ces traces fantomatiques avec une angoisse palpable. Ils comprirent, si Ubar était bien le grand carrefour légendaire, alors toutes les routes devaient y mener.
et ils l'ont constaté. En superposant des images radar, les scientifiques ont observé la convergence de nombreuses pistes ancestrales en un point unique. Elles ne se contentaient pas de s'entrecroiser. Elles fusionnaient en un vaste nœud, tels des fils menant au cœur d'une toile. Ce point de convergence se situait dans la province du Dhofar, à Oman, près d'un puits bien connu des Bédouins, à Chisr. En surface, on ne voyait que les ruines d'un petit fort et une végétation clairsemée. Mais l'observation spatiale a révélé bien plus. Elle a montré que, sous une fine couche de sable et les débris des époques ultérieures, battait le cœur de l'empire de l'encens. La technologie créée pour explorer d'autres planètes a révélé le secret de la nôtre. Des yeux depuis l'espace ont offert aux archéologues une carte au trésor tracée à l'encre invisible du temps. L'emplacement a été localisé avec une précision stupéfiante. L'hypothèse s'est muée en certitude. Le plus grand mystère d'Arabie était presque résolu. Il ne restait plus qu'une étape, s'y rendre, au cœur du désert, armé des connaissances venues de l'espace, et creuser. Creuser pour prouver au monde que la légendaire Oubar n'est pas un mythe, mais une réalité, attendant patiemment son heure sous les sables de l'éternité. Le chemin était tracé. Les sables du Roub al-Khali se montrent réticents à livrer leurs secrets. Gardiens silencieux d'empires déchus et de routes caravanières oubliées, ils constituaient, pour l'équipe de Nicolas Clapp, un silence presque palpable, guidé par des lignes fantomatiques sur des images satellites. En novembre 1991, leur expédition, endurcie par la chaleur et des recherches infructueuses, atteignit le point d'arrivée de leur boussole numérique. Une oasis sans particularité nommée Shires. Au premier abord, ce lieu incarnait la déception. Un plateau inhospitalier, blanchi par un soleil impitoyable, un petit village presque misérable, quelques palmiers et un vieux puits connu des Bédouins locaux depuis des siècles. Rien ne laissait présager la grandeur. Rien ne laissait entrevoir une Atlantide des sables. L'air, lourd et brûlant, était immobile, empli seulement de poussière et d'un murmure sourd de doute. Des efforts titanesques, des années d'exploration et une technologie de pointe les avaient-ils vraiment menés jusqu'à ce désert aride pour finalement confirmer qu'il n'y avait ici que du sable et des pierres? L'équipe installa le campement. L'atmosphère était pesante. L'archéologue Juris Zarins, homme de science habitué à se fier aux faits plutôt qu'aux légendes, parcourut le plateau, comparant le terrain aux cartes. Les lignes, si nettes vues de l'espace, s'effritaient sur le sol, se muant en irrégularités à peine perceptibles. Renulf Fienne, explorateur chevronné à la volonté inébranlable, scrutait l'horizon, comme s'il tentait de percer les secrets du désert par la seule force de son regard. Les premiers jours furent consacrés à une reconnaissance méthodique mais infructueuse. Ils ratissèrent les environs, leurs bottes s'enfonçant dans le sable qui semblait se moquer d'eux, dissimulant tout espoir sous son épaisse couche uniforme. Ils ne trouvèrent que de simples pierres, des fragments de poterie moderne près d'un puits et des traces de chèvres laissées par les habitants. La légende du bar commença à ressembler à nouveau à ce que beaucoup croyaient qu'elle était. Un beau conte de fées, un mythe bédouin. Mais c'est près du vieux puits, cet éternel centre de vie dans le désert, que la chance leur sourit. Un membre de l'équipe, examinant le sol autour de la source, remarqua quelque chose d'inhabituel. Un minuscule tesson, différent de l'argile grossière d'aujourd'hui. Plus fin, plus délicat, sa surface portait des traces de peinture, estompées par le temps mais encore visibles. Puis un autre,
et encore un autre. C'étaient des fragments de poterie de différentes époques, de la Rome et de la Grèce antique à la Perse et même à la Chine. Pour un archéologue, c'était comme découvrir une mine d'or. Une telle diversité en un seul lieu ne pouvait signifier qu'une chose. Shur, c'était bien plus qu'un simple puits. C'était un carrefour, un nœud commercial vital où convergeaient depuis des siècles des caravanes venues du monde entier. Les images satellites ne mentaient pas. Les anciennes routes se rejoignaient bel et bien ici. L'encouragement remplaça le découragement. Ils avaient désormais un objectif. Si un comptoir commercial avait existé à cet endroit, des bâtiments auraient dû subsister. L'équipe concentra ses efforts sur une petite colline surplombant le puits. Elle semblait être une formation naturelle, mais quelque chose dans son contour était subtilement étrange. Et maintenant, le moment décisif était arrivé. Les premières pelles s'enfoncèrent dans la terre sèche et tenace. Couche après couche, ils retirèrent le sable accumulé pendant 15 siècles d'abandon. La sueur mêlée à la poussière ruisselait sur leurs visages, le soleil tapait fort, mais personne ne songeait à s'arrêter. Chaque coup de pioche, chaque coup de pelle sur la pierre était empreint d'une grande anticipation. Et soudain, un bruit retentit. Non pas un bruit sourd contre un rocher, mais le claquement clair et sonore d'un objet métallique frappant une machine. Brutalement, artificiellement. Le travail s'arrêta net. Tout le monde se figea. Avec précaution, cette fois à la main, les archéologues commencèrent à dégager le sable autour du site. Sous le voile jaune de l'oubli, une surface émergea lentement. C'était de la pierre, mais pas une pierre ordinaire. Un bloc de calcaire parfaitement taillé, solidement ajusté à un autre bloc identique. C'était de la maçonnerie. Un mur, une merveille créée par l'homme, cachée aux yeux des hommes pendant 1500 ans. Heure après heure, jour après jour, ils élargissaient les fouilles. Plus ils retiraient de sable, plus le spectacle qui se dévoilait était incroyable. Ce n'était pas un simple mur, c'était l'angle d'une tour massive. Puis, à quelques mètres de là, apparut l'angle d'une seconde tour, puis d'une troisième. Les contours de la structure, émergeant de la terre, formaient une figure géométrique parfaite, un octogone. Ils avaient mis au jour les murs d'une ancienne forteresse, celle-là même qui avait jadis gardé le précieux puits et servi de principal poste avancé sur la route du Bar. Mais la découverte la plus étonnante les attendait au centre. La forteresse n'avait pas été détruite par le temps ni par les conquérants. Elle avait été percée. Une immense fissure la traversait de part en part. Certains murs et tours s'enfonçaient dans le sol selon un angle anormal. Ils se dressaient au bord d'un gigantesque gouffre karstique. À cet instant, légende et réalité se rejoignirent. Le Coran évoquait le peuple d'Ad, puni et englouti par la terre. De vieux contes bédouins racontaient l'histoire d'une cité s'enfonçant dans les sables. Et voici que la preuve était là. La forteresse de Chirs, et peut-être Ubar elle-même, n'était pas ensevelie sous les dunes. Elle s'était effondrée dans une caverne souterraine, qu'elles avaient elles-mêmes asséchée en pompant l'eau sous le plateau calcaire. La ville devint victime de sa propre prospérité. Nicolas Clapp, Juris Zarins et Renulf Fienne se tenaient au bord des fouilles, contemplant les ruines. Le vent du désert jouait avec les fragments de pierres antiques, et dans ces murmures, il percevait les voix des marchands d'encens, le cliquetis des armes de la garnison et le clapotis de l'eau, jadis la musique de la vie, désormais un requiem pour une cité entière. Ils l'avaient trouvé. Ils avaient effleuré une histoire autrefois considérée comme une légende. Devant eux, surgissant des sables, se dressait non seulement un avant-poste,
mais la première porte d'entrée du monde perdu d'Ubar et le mystère de sa disparition étaient enfin dévoilés. Levons le voile du temps, dépoussiérons les ruines millénaires et laissons la technologie numérique, fruit du travail minutieux des archéologues, recréer la cité perdue. Ubar, à l'apogée de sa puissance, se présente à nous non comme une métropole tentaculaire, mais comme un lieu bien plus précieux et significatif, un bastion imprenable, le cœur de pierre des routes caravanières, dressé contre le désert. Imaginez une île, non pas au milieu d'un océan, mais au cœur d'une mer de sable infini. C'est précisément ce qu'était Ubar. Son cœur, sa citadelle, était une forteresse imposante, unique par sa géométrie. Contrairement au fort rectangulaire classique, elle avait la forme d'un octogone parfait. Ce n'était ni un hasard, ni une fantaisie de l'architecte. La forme octogonale offrait un point de vue idéal et minimisait les angles morts pour les défenseurs. Au sommet de ce polygone, 8 hautes tours s'élevaient vers le ciel brûlant, telles des sentinelles menaçantes scrutant l'horizon. Du haut de leur cime, les guetteurs pouvaient repérer l'approche d'une caravane plusieurs heures à l'avance, discernant dans la brume les nuages de poussière soulevés par des centaines de sabots de chameaux. Les remparts de la forteresse sont un poème de pierre. Ils n'ont pas été construits en briques de terre crue, typiques de nombreux édifices de la région, mais en blocs de calcaire soigneusement taillés. Blancs, presque luisants au soleil, ils évoquent richesse, force et durabilité. Cette maçonnerie, dite de pierre de taille, exigeait un savoir-faire et des ressources considérables, ce qui en disait long sur le statut de la cité. Ubar ne se contentait pas de survivre dans le désert. Elle prospérait et affichait sa richesse. Une unique entrée menait à cette oasis de pierre, une porte massive et fortifiée. La franchir, c'était passer d'un monde à l'autre. D'un monde de soleil aveuglant, de vent desséchant et d'immensité désertique à un monde d'ombre, de fraîcheur et de vie vibrante. Le bruit du désert laissa place au murmure des voix humaines, au grincement des charrettes, au hennissement des chameaux et au tintement des pièces de monnaie. L'air auparavant imprégné seulement de sable et d'absinthe était désormais saturé des arômes qui faisaient la richesse d'Ubar. Le parfum âcre et résineux de l'encens, les notes épicées de la myrrhe, les senteurs d'épices exotiques, de cuir et de mets en cuisine. Au-delà des portes, une cour intérieure s'ouvrait. Plus qu'une simple place, c'était l'artère principale de la ville, son aorte commerciale et sociale. En son centre, telle une source de vie sacrée, se dressait le puits. Il était l'âme d'Ubar, la raison de son existence. On s'y pressait sans cesse, les bouviers remplissant leurs outres de cuir avant un long voyage, les femmes puisant de l'eau pour les besoins domestiques, les guerriers de la garnison étanchant leur soif. Ici, l'eau était plus précieuse que l'or, et contrôler le puits signifiait contrôler toute la région. Les principaux bâtiments bordaient les murs de la cour. Il ne s'agissait pas d'habitation, mais de structures fonctionnelles qui soutenaient l'ensemble du tissu urbain. De vastes entrepôts frais abritaient des tonnes de précieuses résines d'encens, du koujari, blanc de choix, conservé dans des sacs et des paniers aussi précieuses que l'argent dans les temples de Rome et les palais de Perse. À proximité se trouvaient les bureaux administratifs. Des scribes y recensaient les marchandises, des percepteurs d'impôts percevaient les droits de douane auprès de chaque caravane et probablement le gouverneur de la ville, chargé de rendre la justice et de conclure les accords commerciaux. Sa résidence était sans doute le bâtiment le plus haut et le mieux fortifié de la citadelle, peut-être même attenante à l'une des tours.
Mais la forteresse, malgré toute sa puissance, n'était pas l'essence même d'Ubar. Elle en était le cœur et le trésor. La vie réelle, colorée et bruyante, se déroulait au-delà de ses murs. Autour de la citadelle s'étendait le village extérieur, plus chaotique et éphémère. Là se dressaient les maisons en briques de terre crue des artisans, potiers, forgerons, tanneurs. Là, les Bédouins dressaient leurs tentes noires, amenant chameaux et chèvres à vendre. Là se trouvaient les auberges et les caravansérails, où les marchands venus du monde entier trouvaient refuge et repos. Imaginons un instant les habitants de cette ville. Un marchand nabatéen à l'air sévère, vêtu d'un manteau rayé, négocie le prix de l'encens avec un agent romain en tunique blanche. Un groupe de Perses, parés de robes aux couleurs chatoyantes, s'extasie devant les étoffes et les épices indiennes. On entend le dialecte guttural sud-arabique des locaux mêlé à l'araméen, langue du commerce international, et à quelques accents de latin et de grec. C'était un véritable creuset de culture, un carrefour de civilisation où le profit était la seule divinité vénérée par tous sans exception. La vie quotidienne des habitants ordinaires était rythmée par la rudesse du désert. Lever aux aurores, travail durant la fraîcheur matinale, longue sieste aux heures les plus chaudes et reprise des activités au coucher du soleil. La nourriture était simple mais nutritive. Dattes, lait de chamelle, galettes d'orge, viande de chèvre et, occasionnellement, viande de chameau. Mais pour l'élite vivant hors des murs de la forteresse, des mets exotiques étaient également disponibles. Vin grec en amphore, huile d'olive et douceur syrienne. Voici à quoi ressemblait Ubar, une cité-forteresse, une cité-marché, une cité illusoire. Son architecture incarnait la fonctionnalité et affirmait la puissance. Son quotidien était une existence palpitante, à la frontière entre survie et luxe. Fruit de la volonté humaine, elle avait su créer un centre florissant là où ne semblait exister que sable et ciel. Mais ses créateurs ignoraient qu'à la base même de leur magnifique création, dans cette formation géologique qui leur avait donné l'eau et la vie, une bombe à retardement était déjà en marche, annonçant les derniers siècles de l'Atlantide des sables. La puissance et l'immense richesse d'Ubar ne reposaient ni sur les métaux, ni sur les pierres précieuses. Leur source était bien plus éphémère, parfumée et convoitée dans le monde antique. L'encens, l'or blanc d'Arabie, les larmes figées de l'arbre sacré Boswellia, qui ne poussait que dans les montagnes arides et brûlées par le soleil du Dhofar, au sud de la péninsule omanaise. Ubar, situé aux portes de cette terre bénie, devint une porte d'entrée naturelle, la clé d'un trésor convoité par les plus grands empires du monde. La récolte de l'encens s'apparentait à un rite sacré. À une certaine période de l'année, les récolteurs pratiquaient des incisions précises et superficielles dans l'écorce. De ces blessures suintait une résine épaisse, d'un blanc laiteux. Sous le soleil brûlant, elle durcissait lentement, se transformant en gouttes translucides aux teintes d'ambre, de miel et d'ivoire. Ces larmes étaient une denrée précieuse. Les variétés les plus pures, d'un blanc argenté, valaient plus que l'or. Leur poids était vérifié avec une précision extrême, et seul un petit nombre de personnes avaient le droit de les commercialiser. C'est Ubar et ses souverains qui détenaient ce monopole. Ils contrôlaient non seulement les lieux de rassemblement, mais surtout les seules routes connues à travers l'impitoyable désert du Roub al-Khali. La ville devint le point de départ de la légendaire route de l'encens, principale voie commerciale qui alimentait le luxe et les rituels des civilisations antiques.
Imaginez ces caravanes. Ce n'étaient pas de simples convois de chameaux, c'étaient des villes ambulantes, des fleuves de vie et de richesse qui irriguaient le cœur aride du désert. Des milliers de navires du désert, lourdement chargés de sacs de résines précieuses, quittaient les portes d'Ubar pour un long voyage de plusieurs mois. Leur route les menait au nord vers les ports méditerranéens et à l'est vers la Mésopotamie et la Perse. Chaque caravane était une véritable fortune, gardée par des centaines de guerriers, car le désert abritait non seulement la soif et la chaleur, mais aussi des tribus nomades avides. La demande d'encens était véritablement dévorante. Dans les temples de Rome et de Grèce, on le brûlait sur les autels, censés porter les prières directement aux dieux. Les empereurs et les pharaons l'utilisaient comme parfum, soignant le corps et les vêtements pour souligner leur statut divin. Les prêtres égyptiens l'employaient dans des rituels d'embaumement complexes, préparant les corps des souverains à la vie éternelle. Les médecins le prescrivaient comme panacée pour divers maux, des rhumatismes à la dépression. Selon les historiens, l'empereur romain Néron fit brûler une année de réserve d'encens importé d'Arabie lors des funérailles de son épouse Popée, une démonstration de deuil et d'une extravagance inouïe qui ne faisait que souligner la valeur de ce produit. Et tout ce fleuve d'or parfumé prenait sa source à Ubar. La ville était bien plus qu'un simple point de passage. C'était un centre logistique, une bourse, une banque et une forteresse. Des caravanes s'y formaient, on y engageait des guides connaissant l'emplacement de puits secrets et l'on y concluait des accords qui influençaient l'économie d'États entiers. Les droits de passage et de protection emplissaient les coffres d'Ubar. Cette richesse métamorphosa la ville. D'une simple oasis, elle devint une citadelle imprenable, symbole de luxe, un mirage scintillant dans le désert devenu réalité. Les légendes de ces 8 tours touchant le ciel n'étaient pas de vaines fanfaronnades. Ces monuments étaient bâtis sur le parfum, symbole d'un pouvoir acquis grâce à la résine. La vie palpitait entre ces murs. Les marchés résonnaient des conversations venues des 4 coins du monde connu, marchands grecs, ambassadeurs perses, prêtres égyptiens et légionnaires romains se mêlaient aux chers arabes locaux. Ils apportaient avec eux étoffes, armes, vins et verres, les échangeant contre ce qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, en telle quantité et en telle qualité. Ubar devint un empire aux frontières invisibles, mais dont l'influence s'étendait des rives du Tibre à la vallée du Nil. Cœur du monde antique, elle y faisait circuler la denrée la plus convoitée de l'époque. Ses souverains considéraient sans doute leur pouvoir comme éternel et leur richesse comme inépuisable. Forte d'un monopole que lui conférait la nature et de sa situation géographique unique, Ubar atteignit l'apogée de sa gloire. Plus qu'une simple ville, elle incarnait le rêve d'une richesse née du parfum et de la conquête du désert. Rien ne semblait pouvoir ébranler les fondements de ce puissant empire de l'encens. La découverte des ruines d'Ubar n'était pas la fin, mais le début d'un mystère nouveau et bien plus profond. Les archéologues avaient remis la cité sur la carte, mais ils avaient anéanti sa paix. Devant eux gisaient non seulement des pierres, mais une scène de crime où une civilisation entière avait été ravagée. Et la question centrale, résonnant des murs en ruine, était simple et terrifiante. Qui était le meurtrier? Qu'est-ce qui a détruit l'Atlantide des sables? Était-ce le châtiment divin murmuré dans les textes anciens ou la colère aveugle et inexorable de la terre elle-même? Une légende transmise à travers les millénaires apporte une réponse claire. Elle décrit Ubar, ou Hiram, une cité aux colonnes vertigineuses,
non seulement riche, mais enivrée par sa richesse. Cité d'audace, elle défiait les fondements mêmes de l'univers. Ses souverains, se vautrant dans le luxe, érigèrent des tours rivalisant avec les cieux et des jardins dont la beauté surpassait celle d'Éden. Ils faisaient commerce d'encens, une résine précieuse qui servait de monnaie dans le monde antique, de sève essentielle à ses rituels et à son économie. Et ce sève, sous forme d'or, alimentait leurs coffres, empoisonnant leurs âmes d'orgueil. Ubar devint un symbole de l'arrogance humaine, un monument à la vanité sculptée dans le grès. Selon le Coran et la légende arabe, Dieu envoya le prophète Hud aux habitants d'Ad, les habitants d'Ubar, les exhortant à renoncer à l'idolâtrie et à l'impiété. Mais ces paroles furent accueillies avec rire et mépris. Les habitants de la ville, confiants en leur force et en l'impénétrabilité de leurs remparts, rejetèrent l'avertissement. Alors, le ciel prononça son jugement. La légende raconte qu'un vent glacial et violent fit rage pendant 7 nuits et 8 jours sans relâche. C'était plus qu'une simple tempête. C'était une tornade de colère divine qui déchira la peau des os, déracina les palmiers et réduisit en poussière les édifices majestueux. Lorsque le vent se calma, il ne restait plus qu'un désert aride et désolé à la place de la cité florissante. Ubar fut rayé de la carte si complètement que son existence même devint un mythe, un récit terrifiant que les mères racontaient à leurs enfants pour leur inculquer l'humilité. Pendant des générations, cette explication suffit. Ubar tomba parce qu'elle méritait son sort. Mais lorsque la poussière des siècles retombait, un scientifique posa le pied sur les ruines et les pierres commencèrent à raconter une autre histoire, non moins dramatique, mais régie non par la volonté du ciel, mais par les lois de la physique. Les géologues, après avoir étudié la région, découvrirent ce qui était resté caché aux yeux des anciens nomades. Toute la région est un vaste plateau karstique. Sous une fine croûte désertique se cachent d'imposantes strates de calcaire, érodées par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Le sol d'Ubar n'était pas un bloc de roche monolithique, mais un gigantesque gruyère criblé d'innombrables grottes et cavernes. C'est ici, dans ce paradoxe géologique, que réside la clé du mystère. La prospérité d'Ubar reposait sur l'eau. Ces puits, alimentés par une vaste nappe phréatique, étaient le cœur de la cité et de tout le commerce transarabe. Les caravanes suivaient la lumière d'Ubar comme des navires vers un phare, sachant qu'elles y trouveraient l'eau vitale. La ville grandissait, sa population augmentait, les remparts de sa forteresse devenaient toujours plus massifs, ses tours toujours plus hautes, et plus elle grandissait, plus ses besoins en eau étaient importants. Les habitants d'Ubar, sans le savoir, puisaient l'eau sous leurs pieds depuis des siècles. Ils asséchaient la caverne même sur le toit fragile de laquelle s'élevait leur magnifique cité. C'était une bombe à retardement déclenchée par les fondateurs de la cité et qui tournait au ralenti depuis des siècles. Chaque goutte d'eau remontant à la surface amincissait et fragilisait la voûte de la caverne. Chaque nouvelle tour, chaque caravansérail ajoutait des tonnes de pression au vide périlleux qui s'étendait en contrebas. Ubar creusait sa propre tombe, transformant la source de sa vie en cause de sa propre perte, et puis, un jour, le point de rupture fut atteint. Peut-être après une saison de pluies exceptionnellement abondante qui avait rendu le sol meuble et lourd, ou peut-être suite à un léger tremblement de terre, fréquent dans la région. Nous ne connaîtrons jamais la cause exacte, mais la fin fut soudaine et catastrophique. Le sol sous la forteresse principale, fragilisé par des siècles d'érosion et accablé par le poids de la civilisation, céda tout simplement. Un grondement assourdissant retentit.
non pas comme le tonnerre venu du ciel, mais comme le craquement des os même de la planète. Le plafond de la gigantesque caverne souterraine s'effondra et la citadelle d'Ubar, sa fierté et son symbole de puissance, sombra dans l'abîme en un instant. Murs, tours, hommes, bétail, tout fut englouti par la terre qui s'ouvrait. Ce n'était pas une lente extinction, c'était une amputation, instantanée et impitoyable. La ville n'était pas détruite, elle était engloutie. Alors, qu'était-ce? Un châtiment divin ou la colère de la terre? La vérité, comme souvent, se situe peut-être quelque part entre les deux. Les anciens témoins de cet événement terrifiant ignoraient tous des mots gouffre et nappe phréatique. Comment aurait-il pu décrire autrement la disparition soudaine d'une ville entière dans un abîme rugissant, accompagnée d'une colonne de poussière qui obscurcissait le soleil? Bien sûr, ils y ont vu une intervention divine. Le grondement assourdissant des roches qui s'effondraient devint pour eux le hurlement d'un vent punitif. Le nuage de sable et de débris, un nuage noir envoyé du ciel. La légende ne mentait pas. Elle ne faisait que traduire le langage de la géologie en langage mythique. Ubar ne chuta pas pour impiété aux yeux des dieux, mais pour son ignorance fatale des lois de la nature. Son orgueil ne résidait pas dans le culte des idoles, mais dans sa confiance aveugle en l'éternité et l'immuabilité de la terre sous ses pieds. Ils bâtirent leur paradis au bord du précipice, et la colère de la terre n'était que l'inévitable conséquence de leurs actes. La sentence d'Ubar ne fut pas prononcée par une puissance supérieure, mais par la simple gravité. La découverte d'Ubar fut un triomphe de la science moderne et de la persévérance humaine inébranlable. Images satellites, cartes anciennes et manuscrits poussiéreux convergeaient, indiquant la présence de ruines enfouies sous les sables du Rub al-Khali. L'équipe de Clap exulta. Mais lorsque l'enthousiasme initial retomba et que les archéologues se mirent au travail, ils firent une découverte bien plus stupéfiante que celle de la ville elle-même. Elle donna naissance à un nouveau mystère, encore plus profond. Ubar n'était pas simplement enfouie sous le sable, elle n'avait pas été détruite par la guerre ni abandonnée faute d'eau. Le tableau qui se dévoila aux scientifiques était différent, plus étrange et plus inquiétant. La forteresse principale, une structure octogonale aux majestueuses tours d'angle, ne ressemblait à aucune autre ruine antique. L'un de ses murs ne s'était pas effondré vers l'extérieur, comme cela aurait pu se produire lors d'un tremblement de terre ou d'un siège. Ce mur, ainsi que l'énorme tour d'angle, s'était effondré vers l'intérieur, comme aspiré au cœur même de la terre. L'ensemble du complexe reposait dans une dépression peu profonde, mais distincte, comme si une main invisible et gigantesque avait exercé une pression sur le site, le faisant s'enfoncer. Les murs étaient fissurés, les fondations déplacées. Il ne s'agissait pas d'un simple lieu de délabrement, mais d'une catastrophe soudaine et dévastatrice. Les légendes et les textes coraniques évoquant une cité engloutie par la terre, en guise de châtiment pour l'orgueil de ses habitants, cessèrent soudain de paraître de simples métaphores poétiques. Les archéologues se trouvèrent confrontés à la preuve tangible de l'effondrement de la ville. Mais comment? Quelle force avait pu provoquer l'effondrement d'une forteresse entière dans un gouffre désertique? La réponse ne résidait ni dans l'histoire, ni dans la mythologie, mais bien plus profondément, dans la géologie. Le géologue Ron Blom, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, vint en aide aux archéologues. Après avoir étudié la topographie et les cartes géologiques de la région, il formula une hypothèse qui expliquait parfaitement toutes les particularités des ruines. Ubar, oasis de prospérité,
avait été bâtie sur une de véritables bombes à retardement géologique. Toute cette région de la péninsule arabique repose sur une immense formation karstique calcaire. Le calcaire est une roche relativement tendre et surtout soluble dans l'eau. Pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années, l'eau de pluie et les cours d'eau souterrains se sont lentement mais sûrement infiltrés à travers les fissures de la roche. Molécule après molécule, ils ont dissous la roche, créant un vaste réseau de grottes et de cavités sous la surface du désert. C'était un monde souterrain caché, dont les habitants du Bar n'ont probablement jamais soupçonné l'existence. Leur cité, leur source de vie, le grand puits de Chiseur, était bien plus qu'un simple trou dans le sol. C'était l'ouverture sur la surface d'un gigantesque réservoir souterrain, une immense caverne remplie d'eau douce. C'est cette eau qui fit du Bar un carrefour important des routes caravanières. Mais elle causa aussi sa perte. La ville ne reposait pas sur un rocher solide et monolithique, mais en réalité sur la fragile voûte d'une immense grotte karstique. Tant que la grotte était remplie d'eau, la pression hydraulique soutenait la voûte, l'empêchant de s'effondrer sous le poids de la ville située au-dessus. Mais Ubar prospéra. Des caravanes de milliers de chameaux nécessitaient des quantités d'eau colossales. La population augmenta et la consommation aussi. Lentement, au fil des siècles, les habitants d'Ubar asséchèrent leur océan souterrain. Le niveau de l'eau dans la grotte commença à baisser. Le plafond de la grotte, privé de son soutien d'eau, devint de plus en plus instable. Il s'assécha et de nouvelles fissures apparurent. Le poids de la forteresse, des tours et des murs, qui pesaient plusieurs tonnes, pesait sur la dalle de pierre qui s'amincissait. La catastrophe était inévitable. Il ne manquait plus qu'une dernière poussée. Cette secousse était très probablement un tremblement de terre. Même une légère vibration, à peine perceptible dans une ville aux fondations solides, signale la fin du Bar. Imaginez ce jour funeste, aux alentours de 300-500 après JC, un matin ordinaire dans une ville commerçante animée. L'air embaume l'encens et les épices, résonne le brouhaha des marchands, les cris des chameliers, et puis la terre tremble, non pas violemment, mais de façon perceptible. La vaisselle s'entrechoque dans les maisons, les chameaux braient d'inquiétude, les gens se figent, les yeux rivés au ciel, et alors, un son unique en son genre se fait entendre, non pas le grondement du tonnerre, mais un craquement sourd et prolongé qui émane de sous nos pieds, comme si la colonne vertébrale du monde se brisait. Le sol sous la forteresse centrale, cœur du Bar, s'effondre. La majestueuse tour se penche, reste suspendue dans les airs un instant, puis, dans un fracas assourdissant, s'écroule dans l'abîme béant. Les murs s'écroulent comme un château de cartes, emportant hommes, biens et bétail. Un immense nuage de poussière et de sable s'élève vers le ciel, masquant le spectacle de l'Apocalypse. Le puits, source de vie, disparaît dans le gouffre. Lorsque la poussière retombe, les survivants découvrent une plaie béante à l'endroit où se dressait jadis leur fière cité, un cratère plongeant dans les profondeurs obscures de la terre. Pour eux, cela ne pouvait s'expliquer que par un châtiment divin. Leur monde avait été littéralement englouti par les enfers. La légende naquit non pas d'une fiction, mais d'une réalité terrifiante. Les survivants fuirent paniqués ce lieu maudit, emportant avec eux le récit effroyable d'une cité qui avait provoqué la colère des dieux et avait été rayée de la surface de la terre. Le mystère de la disparition du Bar était enfin résolu. Ce n'était pas la volonté d'une divinité courroucée, mais une loi géologique inexorable. La cité, qui devait son existence à l'eau,
fut également détruite par elle, devenant un monument éternel à la fragilité des civilisations humaines face aux forces occultes de notre planète. Il semblait que le mystère séculaire fût enfin résolu. Les gros titres du monde entier claironnaient la nouvelle. L'Atlantide des sables, la légendaire Ubar, avait été découverte. L'équipe de Nicholas Clapp, munie de technologies spatiales et de cartes anciennes, présentait au monde des preuves qui paraissaient irréfutables. Voici une cité engloutie par le désert. Voici une forteresse à 8 tours, effondrée dans un gouffre, comme un châtiment venu d'en haut. Voici des fragments de céramique romaine et grecque, témoins d'une richesse passée et d'un commerce florissant. Un instant, le monde retint son souffle, croyant que la dernière page du grand livre des mystères avait enfin été tournée. Mais dans les milieux universitaires, dans le calme des bureaux et sur les pages des revues scientifiques, l'euphorie céda rapidement la place à un scepticisme froid et mesuré. Les déclarations grandiloquentes de l'équipe de Clapp, destinées au grand public, se heurtèrent à la logique implacable de la méthode scientifique. Et la première question, la plus évidente, qui sonna comme une fausse note dans le chœur triomphal, concernait l'échelle. Les légendes, le Coran et les contes des 1001 nuits ont brossé le portrait d'Ubar, ou Hiram Lapilier, comme d'une métropole majestueuse, une ville aux rues pavées d'argent et aux palais ornés de pierres précieuses, une cité dont la fierté et la grandeur n'avaient d'égal que sa décadence. Mais ce que les archéologues ont découvert à Chisseur était différent. Les ruines qu'ils ont mises au jour étaient d'une taille étonnamment modeste. Certes, il s'agissait d'une forteresse, certes, elle revêtait une importance stratégique, mais ses dimensions, pas plus de 100 mètres de diamètre, ne correspondaient en rien à l'image d'une grande capitale. C'était davantage un bastion fortifié, une garnison militaire, ou peut-être un riche caravansérail, mais pas une ville tentaculaire. Où étaient les rues à perte de vue? Où étaient les quartiers des artisans et les marchés où affluaient des marchandises du monde entier? Les critiques affirmaient que Chisseur n'était pas Ubar, mais simplement l'un des nombreux postes frontières gardant la précieuse route de l'encens. Important certes, mais pas légendaire. Le second coup porté à la théorie de Clapp fut l'absence de preuves directes. Aucune pierre ni poterie découverte à Chisseur ne portait le nom de Ubar. L'identification de la ville reposait sur des indices indirects, une correspondance avec la carte de Ptolémée, la logique des anciennes routes commerciales et un effondrement spectaculaire qui faisait étrangement écho à la légende du châtiment divin. Mais cela ne suffisait pas à une démarche scientifique rigoureuse. La carte de Ptolémée, dressée au IIe siècle de notre ère, était une reconstitution, truffée d'inexactitudes et de lacunes. Siffier revenait à chercher une île réelle à l'aide d'une carte au trésor de pirates. Sans confirmation épigraphique, sans la moindre inscription proclamant « Ceci est Ubar », toute la théorie demeurait une simple hypothèse, aussi séduisante soit-elle, et non un fait avéré. Et ce n'est pas tout. Les érudits se sont penchés sur l'essence même de la légende. Qu'est-ce que Hiram Dat al-Imad, Hiram orné de colonnes, mentionné dans le Coran? De nombreux théologiens et historiens musulmans ont avancé qu'Hiram n'était pas le nom d'une ville, mais plutôt celui de l'ancienne tribu arabe d'Ad. Quant à orné de colonnes, il pourrait s'agir d'une métaphore, désignant non pas des piliers de pierre, mais les hautes tentes des nomades, symbolisant leur puissance et leur influence. Dans ce cas, la quête de la cité de pierre d'Hiram était vouée à l'échec dès le départ, car on recherchait un lieu qui n'a peut-être jamais existé
en tant qu'établissement permanent. Ubar, mentionné dans d'autres sources, pourrait avoir été un lieu totalement différent, dont le nom s'est ensuite mêlé à la légende coranique d'Iram. Des recherches antérieures ont également refait surface. Il s'est avéré que les ruines de Chiseur n'étaient pas une découverte majeure. Le célèbre explorateur britannique Bertrand Thomas les avait aperçues dans les années 1930 lors de sa traversée épique du désert du Rub al-Khali. Il les avait décrites comme les vestiges d'une ancienne forteresse, sans leur attribuer de signification mythique. Un autre explorateur, St. John Philby, avait également examiné le site et conclu qu'il s'agissait très probablement d'un castellum romain, une fortification frontalière construite pour contrôler le commerce. Il semblait que l'équipe de Clapp n'avait pas tant découvert un nouveau site qu'offrait une interprétation inédite et captivante de ruines déjà connues grâce à la puissance des technologies modernes et à une importante campagne médiatique. Qu'a-t-on donc découvert dans le désert omanais? Les sceptiques ont avancé une théorie plus prosaïque, mais non moins importante. Chiseur n'était pas la mythique Ubar, mais un centre logistique et militaire vital sur la route de l'encens. Son rôle était d'assurer la sécurité des caravanes et surtout de contrôler la seule source d'eau douce importante de la région. C'était l'eau, et non la légende, qui était le véritable trésor du désert. La forteresse fut probablement construite par les tribus locales, puis peut-être reconstruite ou utilisée par les Romains, qui avaient un intérêt considérable à disposer d'un approvisionnement constant en précieux encens. Son effondrement n'était pas un châtiment divin, mais un phénomène géologique tragique, quoique parfaitement compréhensible. Le débat s'est transformé en un affrontement entre deux approches. D'un côté, un récit romantique presque hollywoodien, où des passionnés, grâce aux rayons cosmiques, auraient découvert une cité perdue issue d'un mythe antique. De l'autre, une analyse académique rigoureuse, exigeant des preuves irréfutables et replaçant la découverte dans le contexte économique et géopolitique réel du monde antique. Pour certains, Chisre était un rêve devenu réalité. Pour d'autres, ce n'était qu'un maillon important d'une chaîne de comptoirs commerciaux. La vérité, comme souvent, fut enfouie non seulement sous le sable, mais aussi sous des strates de mythes, d'interprétations et d'ambitions humaines. La découverte censée résoudre l'histoire du bar s'est au contraire conclue sur une ellipse, déclenchant l'un des débats les plus passionnés et fascinants de l'archéologie moderne. La forteresse de Chiseur est-elle la cité légendaire des pêcheurs ou simplement son pâle reflet sur lequel nous avons projeté nos rêves de miracles? La réponse à cette question divise encore la communauté scientifique. Quand les voix s'éteignent et que les murs s'écroulent en poussière, que reste-t-il d'une cité rasée? Que reste-t-il d'une civilisation dont le nom, pendant des siècles, n'était qu'un murmure sur les lèvres des Bédouins, un rêve perdu dans les dunes? L'héritage du bar est bien plus que de simples ruines enfouies sous le sable du Rub al-Khali. C'est une histoire complexe où s'entremêlent richesse, géologie, mythes et même technologie spatiale. Les fouilles menées sur le site présumé du bar, dans l'oasis de Chiseur, ont révélé bien plus que les vestiges d'une forteresse. Elles ont mis au jour le système nerveux du commerce antique. Chaque tesson de poterie découvert par les archéologues était une syllabe d'une langue oubliée. On y trouve des fragments d'amphores romaines ayant contenu du vin ayant voyagé à travers mers et déserts. On y découvre d'élégants tessons de poterie parthe et perse, témoins de festins et de la vie quotidienne dans ce bastion de la civilisation. Pièces de monnaie grecque, perles indiennes, ces petits objets en apparence insignifiants proclamaient une chose:
Ubar n'était pas une ville isolée. C'était un cœur battant, un carrefour où circulaient les marchandises à travers le monde antique, un lieu de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Mais le plus grand trésor de la ville, la source de sa fabuleuse richesse et la raison même de son existence, était l'encens. Une résine aromatique précieuse, aussi prisée que l'or dans les temples de Rome, les sanctuaires d'Égypte et les cours des rois perses. Ubar était la porte d'entrée du pays de l'encens. Elle contrôlait la collecte et l'expédition de cette ressource inestimable, prélevant des droits de douane sur chaque caravane qui partait vers le nord, chargée des larmes des dieux. La richesse de la ville était presque inimaginable. Elle érigea ses hautes tours, fortifia ses remparts octogonaux et emplit ses marchés du bourdonnement de centaines de voix. La ville prospérait, se délectant de sa puissance et de son monopole. C'est précisément cet orgueil, cette richesse éblouissante qui se reflétait dans la légende d'Hiram Lapilier, une cité punie pour son arrogance. Mais la véritable cause de la chute d'Ubar était à la fois plus prosaïque et non moins dramatique. La ville avait commis une erreur fatale. Elle avait été bâtie sur de fausses fondations. Sous ses pieds, profondément enfouis dans la terre, se trouvait un vaste gouffre karstique, une gigantesque caverne calcaire creusée par les eaux souterraines. Au fil des siècles, la ville grandit, s'alourdit. Ses tours s'élevaient vers le ciel, ses entrepôts croulaient sous les marchandises, et en dessous, la voûte de pierre de la caverne s'amincissait lentement, mais inexorablement. Et puis un jour, la terre céda. Ce ne fut pas un simple effondrement. Le sol s'ouvrit. Une partie de la ville, dont la forteresse principale et ses plus hautes tours, fut instantanément engloutie par l'abîme. Ce n'était pas un lent déclin, ni un exode progressif de ses habitants. Ce fut une catastrophe, une fin soudaine et horrible. La ville, comme punie par des forces supérieures, s'enfonça dans la terre, ne laissant derrière elle qu'une plaie béante dans le désert, que les sables cicatrisèrent patiemment au fil des siècles. Cette réalité géologique était si conforme au mythe coranique de la cité engloutie par la terre que la frontière entre histoire et légende devint presque imperceptible. L'héritage d'Ubar comprend également le vide économique qu'elle a laissé. Sa disparition soudaine a bouleversé tout le système commercial de l'encens. Le principal carrefour fut détruit. Les routes caravanières, qui y convergeaient depuis des millénaires, s'interrompirent brutalement. Les marchands furent contraints de chercher de nouvelles routes, se tournant probablement vers les voies maritimes, ce qui contribua finalement au déclin de la route de l'encens terrestre. La disparition d'Ubar fut l'un des facteurs qui ont modifié la carte économique du Proche-Orient ancien. Mais l'héritage le plus important de cette ville fantôme est peut-être son retour triomphal de l'oubli. Ubar a laissé derrière elle un mystère qui a fasciné explorateurs et aventuriers, et sa résolution est devenue un triomphe pour la science moderne. La découverte d'Ubar, facilitée par l'imagerie satellite de la NASA, a révolutionné l'archéologie. Pour la première fois, une technologie conçue pour étudier des planètes lointaines nous a permis de sonder notre propre passé. Les traces fantomatiques d'anciennes routes caravanières, visibles uniquement depuis l'espace, ont convergé, révélant un lieu où les sables dissimulaient un secret. Ubar a prouvé que des dizaines d'autres chapitres inexplorés de l'histoire humaine reposent sous la surface des déserts et des jungles, et nous possédons désormais la clé pour les découvrir. Ainsi, l'héritage de l'Atlantide des sables est multiple. Il se compose de fragments tangibles d'un luxe passé.
Il est un avertissement géologique quant à la fragilité de la Terre sous nos pieds. Il est un mythe d'orgueil et de châtiment, tragiquement confirmé par la réalité. Enfin, il est le symbole d'une nouvelle ère pour l'archéologie, la preuve que le passé ne disparaît jamais sans laisser de traces. Il laisse des traces, des cicatrices sur le corps de la planète, visibles pour qui sait où et comment regarder. La cité fantôme, silencieuse pendant des siècles sous les sables, a enfin livré son histoire, et sa voix résonne des temples antiques jusqu'aux confins de l'espace. Les sables du Rub al-Khali ne peuvent garder les secrets éternellement, mais ils sont aussi lents à les révéler. Ils constituent les plus grandes archives de la planète, où chaque page est écrite par le vent et où les chapitres sont séparés par des millénaires. La découverte d'Ubar, l'Atlantide des sables, n'a pas marqué la fin de l'histoire de ces terres. Au contraire, elle n'était qu'une ellipse derrière laquelle se cache une multitude infinie de nouvelles questions. La découverte de la cité fortifiée n'était pas une solution, mais une clé qui ouvrait la porte à un mystère encore plus profond et plus insondable, celui du quartier désert lui-même. Ubar était-elle un diamant solitaire, scintillant au milieu d'un désert absolu, ou était-elle la capitale, le cœur d'un réseau de villages, d'oasis et de relais caravaniers, aujourd'hui enfouis sous des dunes aussi hautes que des gratte-ciel? La technologie moderne, capable de percer le voile de sable, révèle les vestiges fantomatiques d'anciennes routes rayonnant des ruines de Chizar dans toutes les directions. Mais où mènent-elles? À des puits asséchés depuis 5000 ans? À de petits avant-postes où l'on changeait les chameaux fatigués? Ou à d'autres cités dont les noms se sont effacés de la légende, ne restant que des ombres sur les images satellites? Les archéologues en sont convaincus. Ubar n'était pas isolée. Elle était le centre d'une civilisation dont l'ampleur véritable nous échappe encore. Un pays entier est peut-être caché sous ces gigantesques vagues de sable. Qui étaient les peuples qui vivaient ici avant l'ère de l'encens? Bien avant que l'encens ne devienne aussi précieux que l'or, le Rub al-Khali n'était pas un désert. Il y a des dizaines de milliers d'années, des rivières y coulaient, des savanes verdoyantes s'étendaient à perte de vue et nos lointains ancêtres chassaient sur les rives des lacs. En témoignent les outils en silex, les pointes de flèches et les peintures rupestres représentant des autruches, des antilopes et des taureaux, découverts dans les endroits les plus inattendus. Tel est l'héritage de l'Arabie verte, un monde disparu, une ère climatique qui semble tout droit sortie d'un roman. Qu'est-il advenu de ces tribus préhistoriques? Ont-elles migré vers le nord lorsque le climat a commencé à changer? Ou se sont-elles adaptées, devenant les premiers nomades, les premiers véritables enfants du désert? Leur histoire constitue la première, la plus profonde et la plus méconnue des vastes archives du Rub al-Khali. La légende d'Ubar, telle que transmise par le Coran et les conteurs bédouins, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. L'archéologie a confirmé l'existence d'une cité prospère, détruite par une catastrophe naturelle, mais s'agissait-il véritablement d'Iram, la cité aux colonnes, punie pour l'orgueil de son peuple, le peuple d'Ad? Nous avons mis au jour des murs, mais pas d'âme. Nous avons trouvé des tessons de poterie, mais pas leurs pensées ni leurs croyances. Qui étaient ces bâtisseurs et ces marchands? Comment percevaient-ils le monde du haut de leur forteresse octogonale, contemplant un océan de sable infini, à la fois source de richesse et présage de malheur? Témoignages matériels et textes sacrés convergent ici. Mais leur pleine convergence, une compréhension complète de cette civilisation, nous échappe encore. Le plus grand secret du Rub al-Khali
réside peut-être dans le fait que Ubar n'est pas sa seule perte. Le folklore arabe, transmis de génération en génération autour des feux de camp, évoque d'autres villes fantômes. Leurs noms varient d'une tribu à l'autre, mais l'idée demeure la même. Quelque part, au-delà des dunes impénétrables, gisent des ruines recelant des trésors inestimables et un savoir ancestral. La plupart ne sont sans doute que des mirages, fruits de l'imagination du voyageur. Mais Ubar, elle aussi, fut considérée comme un mirage pendant 15 siècles. Combien d'autres mirages attendent encore le regard curieux d'un explorateur ou l'objectif d'un satellite? Le désert n'est pas un paysage statique. Il vit, respire et se meut. Les dunes migrent, engloutissant une chose et en révélant une autre. Ce qui était caché hier peut ressurgir demain après une violente tempête de sable. Une route caravanière, enfouie sous le sable durant l'Empire romain, peut refaire surface, indiquant le chemin vers un puits ou une ruine oubliée depuis longtemps. Le Roub al-Khali n'est pas une crypte où l'histoire est enterrée à jamais. C'est un berceau où le passé dort, percé par les vagues de sable et qui parfois, l'espace d'un instant, ouvre les yeux. L'histoire d'Ubar nous a appris l'essentiel, l'écoute des légendes ancestrales, longtemps considérées comme de simples fictions. L'écoute du murmure du sable, porteur de la poussière de royaumes disparus. L'écoute des signaux venus de l'espace, qui révèlent ce qui échappe au regard humain. La recherche dans le Roub al-Khali est un dialogue entre la sagesse ancestrale et les technologies les plus modernes, entre la poésie du mythe et la prose de la science. Et ce dialogue ne fait que commencer. Le quartier désert demeure l'un des lieux les moins explorés de la planète. Son cœur mouvant recèle des réponses à des questions que nous n'avons même pas encore appris à poser. Sur l'essor et le déclin des civilisations, sur la capacité humaine à survivre dans les conditions les plus extrêmes, sur le fragile équilibre entre nature et culture. Ubar n'était que le premier chapitre lu dans ce livre sans fin. Les pages suivantes attendent encore leur heure, cachées sous le voile doré de l'éternité. Et tant qu'au moins une personne contemplera cette mer de sable silencieuse et se demandera « Et si ?» les plus grands mystères du Roub al-Khali perdureront.